sommes à Marly-le-Roi, en 1902. Dans cette petite ville tranquille se déroulera un drame dans une villa ordinaire, route de Montval. C'est ici que vit Madame Chapuis, une veuve de plus de 70 ans, entourée d'espoir et de tension. Parce qu'aujourd'hui, elle tente de contacter son défunt mari, Alphonse, avec l'aide de la célèbre médium Victorine Martin. Victorine Martin, veuve elle-même, s'est initiée au spiritisme à travers son défunt mari, ancien évêque de Guadeloupe. Madame Chapuis, profondément affectée par la perte de son mari, se tourne vers le spiritisme pour trouver du réconfort, bien que ses neveux et nièces lui apportent déjà un soutien moral. Lors d'une séance entourée de sa famille, dans une ambiance feutrée et recueillie, la voix de la médium résonne dans les volutes d'encens. Les lueurs flottent, des sons étranges les accompagnent et tout à coup, un phénomène incroyable se produit. Ils entendent des voix. La connexion avec Alphonse semble établie. Madame Chapuis, soulagée, prévoit des séances privées avec Madame Martin, désormais sa voisine, pour plus de commodité. Les séances s'enchaînent, marquées par des rituels ésotériques et des nuits passées à côté du piano, dans l'espoir d'entendre Alphonse jouer. Car Alphonse, ancien professeur au Conservatoire de Bruxelles, est en compagnie d'une divine artiste sur les fjords bleus de Norvège, à noter des harmonies que le vent tire des pins, des roseaux ou de l'onde. Et il veut partager ces mélodies d'outre-tombe avec son aimé de toujours. Et un jour, un message, un des derniers de l'esprit de son Alphonse adoré. « Viens, viens, je t'attends ». Alors, la veuve Chapuis rejoignit son mari et mourut subitement. C'était le 22 décembre 1903. Les neveux sont tout à la douleur de la disparition de leur tante. Rapidement, ils se présentent route de Montval, à la villa. Dès l'entrée dans les lieux, le chagrin laissera la place à la stupéfaction et à une surprise grandissante. C'est inhabituel, mais la villa est rangée et quasiment vidée. En pénétrant dans les pièces, ils constatent que la nourriture a été achetée en quantité suffisante, jusqu'au décès. Plus loin, ils trouvent des papiers, des documents qui les attendent. Tout est rangé, classé, ordonné, et notamment les faire-part du décès préparés à l'avance par Madame Chapuis. Et sur le bureau, le testament. Empreint de tristesse, les neveux vont l'ouvrir. Et là, c'est le choc et l'incrédulité. Tout a été donné à la voisine, Madame Martin. C'est la consternation. Ils avaient assisté à une des premières séances de spiritisme. Ils avaient crié à la mascarade. La liaison avec l'au-delà avait fonctionné, mais la médium semblait s'être trompée dans les voix. Les harmonies norvégiennes, la veuve Chapuis avait passé des nuits entières à veiller le piano pour espérer entendre vainement son mari en jouer. La sorcière lui ayant reproché d'être restée trop loin de l'instrument pour pouvoir entendre quoi que ce soit. Finalement, elle est arrêtée et la police enquête. Elle va nier et se défendra en mettant en avant ses qualités indiscutables de médium. Elle n'était qu'un intermédiaire avec le monde des esprits. Sa responsabilité ne peut donc pas être mise en cause. La perquisition permettra de découvrir que la chambre à coucher a été transformée en temple. Sur un guéridon, les 7 planètes pour la divination. Au mur, les signes du zodiaque. Des plantes séchées, des grimoires, du parchemin, de la cire, de l'encens et surtout une armoire dont le sens n'a pas pu être révélé. Des inscriptions hébraïques de fantaisie entourent une ornementation intrigante. On conclut rapidement à une panoplie grossière de sorcellerie et de spiritisme. Et soudainement, de manière inattendue, on découvre quelques flacons énigmatiques. La découverte aurait pu passer inaperçue, mais les enquêteurs veulent en avoir le cœur net. Alors, on convoque un chimiste. Ils sont envoyés pour analyse. Et il faut attendre. Mais que contiennent donc ces mystérieux flacons ? Les spéculations vont bon train et toute la presse se passionne pour ces fioles. Première surprise, une substance explosive. Et plus encore, de l'atropine et de la digitaline. Mais surtout, à côté, on a trouvé un livre sur leurs effets sur le corps humain. Le guide pratique de l'empoisonnement. On comprend donc que, pour prédire l'avenir, un petit peu de poison aide à avoir raison. Alors, la sorcière de Marly, comme l'appelle désormais la presse, est inculpée d'escroquerie et d'assassinat en janvier 1904. Les expertises ne permettront pas de conclure avec certitude à l'empoisonnement. Seule l'escroquerie sera retenue. Si les preuves sont accablantes, l'enquête reste dans l'incapacité de démontrer l'étendue de l'emprise de la fausse sorcière sur la victime.
Elle sera condamnée à 4 ans de prison et 100 francs d'amende. Elle fera appel et son avocat plaidera la liberté religieuse en défense du spiritisme dans le but d'atténuer la portée de la manipulation. Le verdict fut rendu le 20 août 1904. De 4 ans, sa peine fut réduite à 15 mois. Du décès de la victime jusqu'au verdict en appel, il s'est passé 8 mois seulement. 8 mois. Un délai que de nombreuses victimes aimeraient bien obtenir de nos jours.